Vous êtes-vous déjà senti pris au piège dans une routine de travail qui semble consommer votre essence? Vous êtes-vous demandé si le temps et les efforts que vous consacrez au travail vous permettent réellement de mener une vie épanouie? Depuis des siècles, l'humanité lutte pour trouver un équilibre entre les exigences du travail et le désir d'une existence significative. La routine quotidienne et les journées de travail modernes épuisent non seulement nos corps, mais aussi notre âme, exposant les bases mêmes d'un système qui semble conçu pour nous épuiser. Une longue journée devant l'écran de l'ordinateur provoque une douleur lancinante derrière les yeux. Vos jambes deviennent comme de la gelée après avoir passé des heures derrière une caisse enregistreuse. Votre peau devient pâle et grise après avoir passé trop de temps sous les lumières fluorescentes d'un entrepôt. Le rythme de 9h à 17h continue de miner notre morale et notre humanité. Pourquoi sommes-nous condamnés à ce mode de vie insoutenable? Charles Bukowski, écrivain et poète américain du XXe siècle, est connu pour son style brut, sans filtre et puissant lorsqu'il aborde la vie. Bukowski considère le travail comme une forme d'esclavage moderne et décrit comment être piégé dans un emploi épuisant peut vider les gens de leur essence, physiquement et émotionnellement. Dans sa célèbre lettre écrite à son ami John Martin, il exprime ce qui suit. « John, j'ai travaillé dans des usines, dans des bureaux, à la poste. Je sais ce que c'est. Des vies de désespoir silencieux. Grimper vers nulle part, sans rien à espérer, si ce n'est plus de la même chose. Certains travailleurs criaient, se battaient ou restaient longtemps dans les toilettes. D'autres s'éloignaient simplement, marchant sur un fil sans filet en dessous. Tu m'as offert une échappatoire. Tu m'as donné la vie, ce qui n'était pas là auparavant. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Travailler pour survivre a été la raison principale pour laquelle tant de personnes, adultes, deviennent médiocres, cruelles, insensibles et en viennent à faire des choses horribles, comme tuer ou se suicider. Le travail est l'esclavage le plus misérable et détestable. Et tu m'en as libéré. Tu m'as donné de l'air, de l'espace, une opportunité de respirer, de me sentir libre et moi-même. Je n'avais jamais eu cela auparavant. L'esclavage n'a jamais été aboli, il s'est simplement étendu pour inclure toutes les couleurs. Maintenant, il fonctionne à travers une machine qui prend le contrôle de nos esprits et de nos corps, tout en essayant de dépouiller le monde de l'essence de l'humanité. Tu m'as permis d'échapper à cela, et cela m'a transformé en quelque chose de plus qu'un simple survivant. Pour comprendre ce qui se cache derrière cette lettre, il est essentiel de connaître un peu mieux la vie de Charles Bukowski. Né en Allemagne, il émigra avec sa famille à Los Angeles en 1923. Son enfance fut marquée par les abus constants de son père dès l'âge de 6 ans, ce qui, ajouté au harcèlement scolaire en raison de son statut d'immigrant allemand, fit de lui un marginal. Après le lycée, Bukowski tenta de devenir écrivain à New York, mais les difficultés économiques l'obligèrent à retourner à Los Angeles. Là, il travailla près d'une décennie dans le service postal, un emploi qui, bien qu'il lui ait permis de survivre, nourrissait son mépris pour ce mode de vie. Cette frustration l'incita à poursuivre sa vocation littéraire. À l'âge de 20 ans, après avoir abandonné l'université, Bukowski fit sa première tentative sérieuse pour devenir écrivain professionnel. Pendant cette période, il voyagea à travers les États-Unis, travaillant à mi-temps dans des emplois manuels tout en écrivant des centaines de nouvelles. Après plusieurs années de lutte pour obtenir une reconnaissance littéraire, Bukowski se désillusionna du processus de publication et cessa d'écrire, estimant qu'il n'était pas assez bon pour connaître le succès. En 1955, à l'âge de 35 ans, après presque une décennie sans écrire, il frôla la mort à cause d'un ulcère hémorragique grave. Malgré la gravité de sa situation, il survécut. Peu de temps après, comme si le destin l'avait guidé, il quitta son emploi à la poste et recommença à écrire. Quelques années passèrent, et bien qu'il ait publié plusieurs œuvres durant cette période, il ne connut toujours pas le succès. Finalement, en raison de ses besoins économiques, il fut contraint de retourner à la poste, affrontant à nouveau les difficultés qu'il avait essayé d'éviter. À la différence de la première fois, Bukowski continua à écrire tout en travaillant à la poste, profitant de chaque moment libre avant son service pour écrire. Il maintint ce rythme durant plusieurs années. Bien qu'il ait réussi à publier quelques textes dans de petites revues, son succès restait limité. Sans vision claire du succès, de l'argent, de la renommée ou même de la possibilité de vivre de l'écriture, Bukowski continua à écrire presque tous les jours avant sa journée de travail, sans se décourager. À 50 ans,
âge où beaucoup considèrent qu'une carrière touche à sa fin, Charles Bukowski prit une décision qui allait changer sa vie. Il quitta son emploi au service postal pour se consacrer à l'écriture. C'est alors qu'il publia Factotum, un roman autobiographique racontant ses années de lutte et d'épuisement dans cet emploi. Cette œuvre marqua un tournant significatif dans sa vie, le propulsant vers le succès littéraire et le consolidant comme une figure majeure de la littérature américaine. Bukowski exprima dans ses écrits la déshumanisation que le travail peut imposer, transformant sa frustration en un art qui résonna avec des milliers de lecteurs. Sa critique du système de travail moderne s'exprima avec force dans sa lettre à John Martin, où il compara le travail à une forme d'esclavage moderne. Bukowski saisit l'essence de ce que des millions de personnes ressentent mais n'arrivent pas à exprimer. Comment la routine professionnelle épuise la vie, vidant les individus de leur essence. Son histoire personnelle ne se contente pas de remettre en question le but du travail moderne. Elle nous invite également à réfléchir au prix que nous payons pour nous adapter à un système apparemment conçu pour nous user. Sa lettre et son œuvre ne sont pas qu'une plainte. Elles constituent aussi une invitation à remettre en question les normes que nous tenons pour acquises. Dans un système qui exige un sacrifice constant, comment pouvons-nous revendiquer notre humanité? Bukowski trouva sa réponse dans l'écriture, laissant une leçon universelle. Vivre, ce n'est pas seulement survivre, c'est lutter pour ce qui donne un sens à notre existence. Cette même lutte pour une vie plus digne a été un moteur de changement dans l'histoire du travail. La journée de travail de 8 heures, par exemple, fut une grande victoire obtenue après des années de combat durant la révolution industrielle, une période qui transforma profondément le monde du travail. Les gens cessèrent de travailler à domicile pour vendre leur force de travail aux entreprises. Un exemple concret de cela est l'industrie textile. La mécanisation permit de transformer les vêtements en biens commerciaux, plutôt que d'être confectionnés à la maison, nécessitant ainsi des travailleurs pour faire fonctionner les usines. Les employés utilisaient leur salaire pour acheter les biens et services dont ils avaient besoin. Travailler hors du domicile pour une entreprise représenta un changement économique majeur qui résonne encore aujourd'hui. Bien que les revenus et la population aient augmenté, ce changement introduisit également des journées de travail de 10 à 16 heures, y compris pour les enfants. Le mécontentement commença à grandir parmi les travailleurs, car la fatigue, les maladies et les blessures étaient monnaie courante sur le lieu de travail. Au début du 19e siècle, un activiste proposa de standardiser la journée de travail à 10 heures. Dès 1817, une proposition encore meilleure, une journée de 8 heures, gagna en popularité. Les activistes du travail croyaient que la journée devait être divisée en 3 parties égales. 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Cette révolution améliora non seulement les conditions de travail, mais aussi la productivité. Les superviseurs et les gestionnaires réalisèrent que des employés heureux et en bonne santé étaient plus productifs. Mais pose-toi la question suivante. Combien de ton temps libre chaque jour, ou du temps supposément dédié aux loisirs, est réellement utilisé pour te préparer au lendemain? Cette division ordonnée du temps fonctionne-t-elle réellement? Le temps libre, théoriquement destiné aux loisirs, est rapidement absorbé par des tâches comme cuisiner, nettoyer ou se déplacer. Tes soirées sont passées devant la télévision, à faire défiler les réseaux sociaux sans but ou à jouer aux jeux vidéo. Cela est acceptable avec modération, mais les exigences de la vie professionnelle et les activités nécessaires pour être un travailleur optimal t'épuisent. La routine quotidienne nous laisse épuisés, incapables de profiter d'activités ou de passe-temps qui donnent un sens à notre vie. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui avaient l'habitude d'aimer les livres ont cessé de lire, tandis que d'autres, qui souhaiteraient s'y mettre, peinent à trouver le temps pour le faire. Ton temps de travail se mêle à ton temps de repos, au point que tu ne sais plus où s'arrête l'un et où commence l'autre. Le pire, c'est que ce temps supplémentaire que tu consacres chez toi ne t'épargne pas de pointer de nouveau à 9 heures le lendemain. Même le mouvement de développement personnel dissimule ses véritables motivations. Faire de toi un meilleur participant au capitalisme. Tu ne fais que créer un travailleur plus productif en façonnant une meilleure version de toi-même. Ces approches promettent de t'amener à atteindre tes objectifs professionnels tout en créant une version de toi plus heureuse et en meilleure santé, au lieu de remettre en question pourquoi le système t'a brisé en premier lieu. Il semble que chaque aspect de la vie moderne soit orienté vers la création d'une version plus efficace de toi-même,
des modes de fitness au bar à salade. Tu n'as jamais un moment où tu ne travailles pas, dans un monde qui s'efforce de produire les meilleurs travailleurs. Si tu passes la majorité de ta vie à travailler ou à te préparer pour un travail que tu détestes, comment peux-tu espérer être heureux? Nous passons tellement de temps à travailler que cela exerce une influence évidente sur notre santé émotionnelle. Travailler dur pour conserver un emploi que tu ne veux peut-être même pas est épuisant. Dans cette situation, il est nécessaire de se déconnecter ou de maintenir une séparation mentale de soi-même pendant 35 ou 40 heures par semaine, car, inévitablement, l'alternative pour exister dans la société moderne est de générer un revenu. Dans sa lettre, Bukowski comparait le travail à l'esclavage pour cette raison. À moins que tu ne viennes d'une richesse générationnelle ou que tu sois en paix avec une existence monastique, le travail est inévitable. Le travail, lorsqu'il est isolant et répétitif, comme dans un entrepôt ou une usine, fait divaguer ton esprit et, sans exutoires appropriés, peut engendrer une colère refoulée. Ton corps devient une machine accomplissant sans cesse la même tâche, un instrument pour générer de l'argent. Ton travail te dénie ton humanité. Pourtant, tu es condamné à passer la majeure partie de ta vie dans cet état. La grande majorité d'entre nous n'aura pas la même chance que Charles Bukowski, qui trouva une échappatoire à son travail épuisant grâce à John Martin, l'ami à qui il écrivit sa lettre décrivant ses problèmes avec le travail. En 1969, John proposa à Bukowski de quitter son emploi au service postal et de se consacrer entièrement à l'écriture. À ce moment-là, Bukowski écrivit « J'ai deux options, rester à la poste et devenir fou, ou rester ici, jouer à l'écrivain et mourir de faim. J'ai décidé de mourir de faim. » Au cours de son premier mois en tant qu'écrivain à plein temps, il acheva son premier roman. John possédait une petite maison d'édition et, en signe de gratitude, Bukowski publia avec lui tout au long de sa carrière prolifique. Alors, comment trouver une manière de faire face à ce régime de travail qui ne nous satisfait pas? Une des choses que tu peux faire est de maintenir un équilibre adéquat entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui est crucial pour la santé et le bonheur en général. Cependant, établir ces limites demande de la pratique. Tu dois connaître ta valeur en tant que travailleur et être prêt à te défendre, même si tu es cynique quant à l'importance de ton temps libre pendant la journée de travail. En tant que travailleur, tu y as droit. Bien qu'en France, la semaine de travail ait été réduite à 35 heures, dans d'autres pays, elle peut encore varier entre 40 et 48 heures par semaine. Aujourd'hui, cela semble absurde. Des semaines de travail plus courtes et moins exigeantes ont démontré que cette désignation de temps arbitraire est obsolète. Dans certains pays asiatiques, la pression et la concurrence au travail deviennent si écrasantes qu'elles ont indirectement conduit plusieurs nations à mettre en péril leur avenir en raison d'un taux de natalité extrêmement faible. Cela s'explique par de nombreuses raisons, mais la principale est la suivante. Les gens n'ont pas le temps de fonder une famille. Lors d'une expérience, des entreprises en Nouvelle-Zélande ont réduit la semaine de travail à 4 jours, ce qui a conduit à une plus grande satisfaction au travail sans sacrifier significativement la productivité. Les entreprises qui encouragent leurs employés à être aussi heureux que possible pendant la semaine de travail contribuent à instaurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est également essentiel de revendiquer ton temps libre, et le temps libre signifie précisément cela. Des moments où tu choisis délibérément de ne rien faire. Rien désigne toute activité où tu ne gagnes ni ne dépenses d'argent. Marcher, lire un livre ou simplement contempler le vide. Ces instants de solitude permettent de cultiver un sens de soi en dehors du travail. D'un autre côté, la pression externe d'une société qui valorise la performance, la productivité et le respect des attentes peut nous amener à penser que nous devons être constamment occupés, à travailler et à rechercher des résultats immédiats. En plein cœur de cette obsession pour l'activité, le temps personnel, celui qui n'est pas dicté par la productivité, peut devenir une source de culpabilité. Voici le défi. Reconnaître que la vie ne devrait pas se résumer à accomplir des responsabilités et à travailler sans relâche, que nous ne sommes pas venus dans ce monde uniquement pour remplir des heures dans un bureau, répondre aux attentes des autres ou accumuler des possessions matérielles. Si tout ce que nous faisons se limite à satisfaire des obligations extérieures, nous risquons de perdre notre essence, notre humanité. Il est important d'utiliser le temps libre pour se reconnecter à nos passions, nos rêves et nos relations.
Ce sont dans ces moments que nous pouvons réfléchir à ce que signifie réellement vivre et non simplement exister. Travailler pour vivre peut sembler une impasse, mais vivre pleinement consiste à trouver un sens au-delà des obligations. Nous ne sommes pas venus dans ce monde uniquement pour travailler, mais pour apprendre, ressentir et en fin de compte exister selon ce qui nous donne un sens. Comme nous l'enseigne Charles Bukowski, tu connais mon vieil adage, l'esclavage n'a jamais été aboli, il s'est juste étendu pour inclure toutes les couleurs. Je me souviens d'une fois où je travaillais comme emballeur dans une usine de luminaires. L'un des emballeurs a soudain dit « Je ne serai jamais libre ». Un des chefs passait par là et a éclaté de rire, savourant le fait que cet homme était piégé pour la vie. Alors, la chance que j'ai finalement eue de m'échapper de ces endroits, peu importe le temps que cela m'a pris, m'a donné une sorte de joie, la joie heureuse du miracle. Maintenant, j'écris avec un esprit vieux et un corps vieux, bien au-delà du moment où la plupart des hommes envisageraient même de continuer à faire quelque chose comme ça. Mais, comme j'ai commencé si tard, je me dois de continuer. Et quand les mots commenceront à me manquer, que j'aurai besoin d'aide pour monter les escaliers et que je ne pourrai plus distinguer un rouge-gorge d'un trombone, je ressens que quelque chose en moi se souviendra, peu importe à quel point je serai loin, de comment j'ai traversé les meurtres, le chaos et les luttes pour au moins trouver une manière généreuse de mourir. Ne pas avoir totalement gâché la vie semble être une réalisation digne, même si elle n'est que pour moi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser votre like et de nous dire ce que vous pensez du sujet. Comme toujours, partagez ce message avec quelqu'un que vous pensez en avoir besoin en ce moment. Si vous n'avez pas encore vu notre contenu et que vous en voulez plus, nous vous recommandons de regarder nos vidéos. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.